Bonjour à tous. En deux mots, je suis Stéphane Carpier, directeur technique sur le patrimoine de Gecina. Donc, qui est Gecina en quelques mots? Donc, Gecina, c'est une foncière de bureaux, principalement. On détient dans notre patrimoine, en valeur, pas en mètres carrés, mais 24% résidentiel aussi. Pour autant, la majorité de notre secteur d'activité, c'est le bureau. Et qui plus est aujourd'hui avec un rapprochement avec une société qui s'appelle Eurosic, qui porte désormais à 19,5 milliards d'euros notre patrimoine. Nous sommes principalement parisiens. Nous avons quelques immeubles assez connus pour notamment les gens qui résident en région Île-de-France, peut-être déjà identifié cet immeuble qui est la Tour T1, le siège d'Engie à la Défense, c'est un immeuble du patrimoine de Gecina. Un autre immeuble, c'est le flagship Louis Vuitton sur les Champs, le 100 à Champs-Élysées, est aussi un immeuble du patrimoine de Gecina. Voilà, pour donner aussi la diversité du patrimoine que l'on peut avoir entre des immeubles assez récents, IGH, et puis un immeuble haussmannien plus ancien, même s'il a été restructuré. Mais voilà. Donc on a une ambitieuse politique de responsabilité sociétale d'entreprise, et notamment à travers cette politique de responsabilité sociétale d'entreprise, se décline à travers un sujet qui est l'approche carbone, l'approche climat. Cette approche nous a amené à travers, depuis 2008, à travailler le sujet des émissions de CO2 de notre patrimoine. Pardon, un petit retour arrière. La sensibilité de l'outil fait que voilà. On a décliné, donc je disais, à travers deux plans quadriennaux successifs qui ont terminé, on va y arriver, qui ont terminé en 2016. Aujourd'hui, on est passé à travers une nouvelle ambition climatique qui doit nous amener à 2030 à travers une feuille de route climat, et je reviendrai après sur les objectifs que l'on s'est fixés. Comment nous avons déterminé cette ambition de feuille de route climat? Nous avons travaillé en interne avec un groupe de travail multimétier, que ce soit à travers les directions opérationnelles, l'asset management notamment de nos actifs, les directions opérationnelles techniques, dont je fais partie sur les immeubles, tout ça piloté par la direction RSE de la maison, mais aussi des directions support comme la direction financière, ou encore, pour ce qui concerne notre siège, avec le secrétariat général qui pilote en direct les services généraux du siège. Autre sujet que nous avons travaillé, c'est la consultation avec nos parties prenantes. Nous avons un certain nombre de nos clients que nous avons consultés, soit individuellement, soit collectivement, à travers un comité partie prenante, pour nous aider à co-construire une démarche et à affiner, déterminer des solutions qui, d'une part, nous permettent effectivement d'être plus vertueux du point de vue de nos émissions carbone, mais aussi de trouver des solutions qui correspondent et qui puissent répondre à des attentes de la plupart de nos clients. Aujourd'hui, cette feuille de route climat elle est déclinée à travers un plan d'action. Nous avons un comité climat qui réunit l'ensemble des métiers de la société. On se réunit à fréquence trimestrielle et on suit ce plan d'avancement. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de notre démarche. Comme je vous le voyais sur le slide précédent, nous avons décliné notre ambition RSE sur les immeubles de notre patrimoine à travers 12 thèmes. L'un de ces thèmes, qui est le climat, est en lien direct avec le sujet de l'énergie. Et pour travailler l'ensemble de ces thèmes, nous avons cartographié notre patrimoine. Et là, ce que je vous présente, c'est la synthèse de ce qu'on a pu identifier en matière d'action énergétique sur chacune des lignes d'actifs de notre patrimoine, sur chacun des immeubles de notre patrimoine. Nous avons déterminé un plan d'action qui part d'un scoring RSE de notre actif et qui détermine une carte d'identité de l'actif, donc son niveau actuel, et qui détermine un plan d'action qui nous amène à un niveau de performance futur, en lien avec des investissements ou non, avec des actions qui peuvent être des actions simplement de bon comportement, donc un travail à faire avec nos locataires, mais aussi un travail technique, on va dire, d'amélioration de nos immeubles en modifiant des équipements, en travaillant notre actif pour l'upgrader, comme par exemple des isolations, des remplacements de menuiserie, etc. Donc, la définition des plans d'action, j'en ai parlé. L'étape suivante a été
une fois qu'on a identifié ces plans d'action, a été de coordonner dans une dynamique budgétaire l'intégration de cette ambition, de la décliner actif par actif de façon opérationnelle. Vous voyez ici, par exemple, la façon dont on a identifié le temps de retour sur investissement de l'ensemble de ces actions, les gains que l'on pouvait engendrer à travers ces actions, de façon à les décliner dans un budget de CAPEX jusqu'à un horizon 2030 pour le patrimoine en exploitation, avec un premier focus qui est un CAPEX à 5 ans, donc qui nous amène aujourd'hui jusqu'en 2022, d'intégration de l'ensemble de ces éléments inscrits, on va dire, dans le marbre des budgets sur un plan à 5 ans. Une fois qu'on aura réalisé immeuble par immeuble l'ensemble de ces actions, des nouveaux niveaux de performance sont identifiés, on actualise la carte d'identité et on revient au début pour redéfinir de nouveaux plans d'action. Pourquoi définir de nouveaux plans d'action? Parce que la technique a évolué, on a une veille technique en lien avec cette démarche. Donc la technique a évolué, on a peut-être changé de locataire, donc il faut revoir notre façon de procéder sur l'actif pour continuer dans cette dynamique. On retrouve ici le Plan Do Check Act que vous connaissez à travers les normes ISO, des séries qualité, ISO 9000, ISO 14000, ISO 50001 aussi, on est reconnu et certifié depuis maintenant 3 ans, ISO 50001 sur la dynamique de pilotage et management énergétique de notre patrimoine. Donc on retrouve ici évidemment cette dynamique d'amélioration continue des performances de notre patrimoine. Tout ça se décline à travers ce qu'on a appelé un PAP, donc c'est un plan d'action et d'amélioration des performances. Donc le PAP se décline ensuite sur chacun des actifs pour performer faire performer notre patrimoine. Donc deux grands thèmes qui nous ont conduits à décliner une feuille de route climat ambitieuse. Le premier des sujets, c'est de maîtriser les charges de nos locataires. Quand on commence à parler carbone avec nos locataires, c'est pas forcément évident, c'est pas matériellement difficilement de traduire de façon matérielle. Et ce qui parle bien à nos locataires, ce sont les charges qu'ils payent, c'est-à-dire la facture énergétique. Ce qui nous a permis ensuite, en retenant ce point focal, de décliner notre feuille de route climat à travers un certain nombre d'actions. Donc la première étape, c'est de réduire l'intensité carbone du parc. Donc, évidemment, en pilotant l'activité par la performance énergie carbone, avec un objectif que l'on s'est donné à 2030 d'atteindre 60% de réduction de notre intensité carbone sur le parc. Donc intensité carbone qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an. Deuxième étape, puisqu'on visait une neutralité carbone à terme, alors à terme il s'agit aujourd'hui de la déterminer, le rapprochement avec Eurocycle nous a conduit à un travail collectif avec des réflexions à un horizon très lointain, dans le 2050. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, viser la neutralité avec le patrimoine dont on dispose est extrêmement compliqué. Donc il s'agit aujourd'hui d'aller chercher des moyens d'éviter et de compenser les émissions que de toute façon on génère dans le patrimoine. Troisième axe, c'est tout le travail que l'on fait sur notre portefeuille qui est redynamisé. Ce portefeuille qui, lorsqu'un locataire quitte un immeuble, est restructuré. Et comment est-ce qu'on arrive sur ce portefeuille-là à viser la neutralité carbone? Puisque, petit focus, lorsqu'on génère des travaux, on génère aussi des émissions de carbone. Les émissions de carbone, elles sont générées par l'exploitation des immeubles, mais aussi lorsque l'on réalise des travaux. L'ensemble des matériaux, l'ensemble des actions, les sociétés qui viennent sur les chantiers, etc., génèrent eux-mêmes des émissions de carbone. Et notre idée est de dire c'est très bien de viser une baisse des émissions de carbone de nos immeubles lorsqu'ils sont restructurés. Pour autant, s'il y a besoin de plus de carbone pour générer des émissions de carbone diminuées en exploitation, on aurait perdu, puisqu'au final, sur une durée de vie de 40 ans, si on retient 40 ou 50 ans de durée de vie de nos immeubles, si le bilan fait qu'on émet plus de carbone pour restructurer l'immeuble que ce que l'on économise sur les 50 ans d'exploitation, au final, la planète aura perdu et on aura globalement perdu notre ambition. Et donc, notre idée est de se donner cet indicateur de mesure de la neutralité carbone par programme immobilier, de façon à s'assurer que lorsqu'on génère des économies d'émissions de CO2 en exploitation, elles sont évidemment optimisées aussi dans la phase de conception et de construction de nos immeubles. Et puis, dernier point, c'est un travail que l'on doit faire avec nos partenaires, évidemment avec nos locataires, parce que c'est bien de se donner des ambitions importantes et de les traduire dans les travaux de restructuration, d'amélioration de nos immeubles. Si pour autant, je dirais, on ne sait pas bien employer l'immeuble et on n'a pas un guide d'occupation et d'exploitation optimale de notre immeuble qui est efficace, tout ça sauf que des vœux pieux et on n'arrivera jamais à atteindre notre ambition.
Autre sujet, c'est de travailler avec nos fournisseurs. On avait identifié à l'époque on avait à peu près 30% de l'empreinte carbone de Gecina qui était générée par l'intensité carbone du parc, les 60 à 70% restants étant générés justement par les déplacements des collaborateurs qui viennent travailler dans les immeubles du patrimoine de Gecina, mais aussi par tous les achats que l'on réalise auprès des fournisseurs. Et c'est là aussi un sujet que l'on se doit traiter pour avoir cette empreinte carbone neutre que l'on vise à terme. Donc sur ce premier sujet qui est de réduire de 60% par rapport à un horizon 2030 la performance, l'intensité carbone du parc en exploitation, nous avons travaillé sur deux grands leviers. Tout d'abord le pipeline de développement, à savoir se donner des objectifs de performance énergétique et carbone de l'ensemble du patrimoine en développement. C'est-à-dire que lorsque l'on restructure un immeuble, lorsque l'on va acheter un immeuble auprès de promoteurs, des immeubles qui vont demain rentrer en exploitation, on se donne des objectifs ambitieux. Ces objectifs ambitieux, on les traduit avec des modélisations pour vérifier que notre objectif est tenu en phase de conception. Et pour accompagner l'exploitation, on vise une garantie de performance énergétique auprès de notre locataire pour garantir que ces modélisations initiales soient bien tenues dans la phase d'exploitation. Et puis pour les immeubles en exploitation, et bien comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, tout un plan de travaux qui doit nous permettre d'être plus vertueux et plus efficaces, avec un élément complémentaire qui n'est pas forcément d'être plus vertueux sur la facture énergétique, mais plus vertueux sur l'aspect CO2 en allant chercher des éco-variantes, par exemple changer une chaufferie gaz par un raccordement à un réseau urbain type CPCU nous permet d'émettre moins de CO2, pas forcément d'être beaucoup plus performant en termes de charge énergétique, mais en tout cas, ça nous permet à coût égal et de charge pour nos locataires d'être plus vertueux en matière de CO2. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on va acheter de l'énergie verte directement auprès de nos fournisseurs d'énergie, ou encore que l'on cherche à installer des systèmes de production d'énergie renouvelable pour autoconsommer l'énergie dans nos immeubles. La modélisation de nos plans d'action nous amène aujourd'hui, en lien avec notre ambition, je rappelle 60% à 2030, nous sommes donné un objectif à 2020 d'atteindre 35% d'émissions de CO2. L'ensemble des actions que nous avons engagées à date, comme vous le savez pertinemment, une action d'économie d'énergie, lorsqu'on la génère l'année N, elle nous donne ses effets que l'année N+1 ou N+2, nous permet de modéliser un atterrissage à 2020 de 34% en termes d'émissions de CO2, ce qui est exactement la même chose en termes de consommation d'énergie. Donc on est en ligne avec notre ambition et ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, c'est savoir comment on va aller grappiller ce pourcent complémentaire avec des actions d'amélioration et notamment peut-être en intégrant ce patrimoine RSI dont il faut aujourd'hui qu'on modélise l'atterrissage à terme. L'un des grands leviers que l'on a engagé pour atteindre cette performance, c'est ce que l'on appelle le rétrocommissioning. Alors, qu'est-ce que le rétrocommissioning? Le rétrocommissioning, c'est grosso modo de régler le moteur de l'immeuble de façon à ce qu'il ait un fonctionnement optimal. C'est un peu comme si vous achetiez une voiture pour 6 litres au 100 et puis vous laissez votre moteur dériver 5 ans après, votre moteur, vous avez beau avoir une conduite éco-responsable, etc., votre moteur va consommer 10 litres au 100 parce que vous avez laissé dériver le fonctionnement de votre moteur, il y a quelques éléments qui ne sont pas optimisés, les bougies n'ont pas été changées, etc. etc. C'est exactement la même chose que ce que l'on a réalisé sur un certain nombre d'immeubles de notre patrimoine, et c'est un plan d'action qui nous amène jusqu'à fin 2018. Donc en fait, on audite l'ensemble des systèmes et des appareillages de notre patrimoine. On audite aussi les systèmes de pilotage de ces appareillages, donc les GTB, GTC et autres automatismes. On va vérifier les systèmes techniques, vérifier qu'ils fonctionnent bien. Est-ce que la gestion de l'éclairage, par exemple, lorsqu'on dit que l'éclairage ne s'allume que le matin à 7 h du matin, globalement sur l'immeuble, et s'arrête à 19 h le soir, est-ce qu'effectivement ce paramètre qui est rentré en dur dans les outils de pilotage se développe bien concrètement dans les immeubles de notre patrimoine? L'ensemble de ces actions nous ont permis en 2016 sur 25 immeubles de notre patrimoine, donc le patrimoine de Gecina qui est engagé en rétrocommissioning, aujourd'hui c'est 70 immeubles. Encore une fois, avec le patrimoine qui grossit et avec ce rapprochement avec Eurosic, ce sera beaucoup plus d'immeubles demain qui seront retravaillés. C'est 11% de gains qui ont été enregistrés sur ce patrimoine retravaillé, ce qui veut dire que avec un coût, je dirais, qui est assez dérisoire par rapport à ce que l'on peut entendre
coûts que représentent des remplacements de menuiserie, des isolations d'extérieur par l'extérieur d'immeubles, etc. On arrive, avec les moyens que l'on a à disposition dans l'immeuble, à bien reparamétrer et on arrive à gagner ces 11%. Donc, si l'ensemble des immeubles tertiaires de la place de Paris et même de France et même du monde passaient par ce système-là, l'ensemble des émissions de CO2 il y aurait un gain notable sur ces émissions de CO2. Les actions qui aujourd'hui ont été mises en œuvre et qui génèrent le plus de gains, évidemment l'adaptation des débits de ventilation aux besoins réels, ce qui signifie qu'on surventilait un certain nombre d'immeubles, avec d'ailleurs des plages de fonctionnement des centrales de traitement d'air qui étaient trop étendues, qui faisaient qu'on ventilait quasiment en permanence des immeubles qu'on sait qu'ils ne sont pas occupés le soir, etc. Donc il y a eu ce reparamétrage qui a été fait, et une CTA qui fonctionne à degré réduit ou qui ne fonctionne pas du tout, c'est autant d'économies d'énergie et donc d'émissions de CO2 évitées. La remise à niveau des GTB, j'en ai parlé, vérifier que le pilotage était efficace. Ce qui s'appelle l'augmentation de la zone neutre entre chauffage et climatisation. On a un certain nombre d'immeubles dans notre patrimoine qui soit sont chauffés, soit sont rafraîchis ou climatisés, mais il n'y a pas cet effet en général que l'on mesure entre 21 et 24 degrés que l'on laisse en zone neutre, parce que lorsqu'il fait une température convenable à l'extérieur, il n'y a pas forcément besoin de chauffer, ou lorsqu'il fait trop chaud, il n'y a pas assez chaud, on va dire, à l'extérieur, il n'y a pas forcément besoin de rafraîchir ou de climatiser. Donc en paramétrant les systèmes de pilotage, on arrive là aussi à faire des économies notables. Et puis des actions de travaux, là pour le coup, remplacer les éclairages existants par des LED. On a remplacé dans l'ensemble des parkings du patrimoine de Gecina les éclairages anciens, voire même des éclairages fluo plus récents, mais on les a tous remplacés par des LED avec des gains d'économie d'énergie assez notables et donc des gains de charge pour nos locataires. Optimisation des systèmes des systèmes complémentaires de fonctionnement, les pompes par exemple, vérifier qu'elles étaient bien à débit variable, etc. pour pouvoir plus utilement piloter les variations de nos immeubles. Et puis, autre sujet, le calorifugé des réseaux de chaude sanitaire dont on a aujourd'hui déployé revu les calorifuges de nos réseaux ECS. Donc, toutes ces actions aujourd'hui nous engendrent pas mal de gains. Et j'ai pris un exemple sur un immeuble du patrimoine de Gecina dans lequel on a fait à la fois le remplacement des LED parking et à la fois le rétro-commissioning. Donc, comme vous le voyez, avant travaux et après travaux, on voit sur un outil de supervision énergétique que pas mal de gains ont été enregistrés. On a quasiment divisé par 2 la consommation sur ce poste qui est l'éclairage des parkings, avec un coût assez dérisoire, enfin assez dérisoire, enfin un coût quand même, mais le gain de 45% qu'on a généré nous donne un temps de retour de l'ordre de 5 ans, donc extrêmement intéressant. Et d'autres actions ont été menées qui engendrent aussi autant d'économies d'énergie. La recherche de la neutralité sur le parc en exploitation, comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs variables, on a plusieurs leviers qu'on a mis en œuvre. Aujourd'hui, on a à peu près 47% de notre mix énergétique qui est issu d'énergie renouvelable, ce qui nous permet là aussi d'avoir un impact CO2 bien plus faible. Et donc notamment dans le cas des renouvellements des contrats d'électricité aujourd'hui, on intègre cette clause qui représente assez peu, puisque lorsqu'on achète un mégawattheure aux environs de 80 €, enfin de la molécule sans turbe, etc., le surcoût lié à l'achat d'énergie renouvelable représente à peu près 0,50 € du mégawattheure, donc on est de l'ordre de même pas 1% de surcoût, et compte tenu des économies d'énergie qu'on peut générer par ailleurs en pilotant plus efficacement nos immeubles, on est capable de faire accepter ce 1% très léger de surcoût à nos locataires. La neutralité pour les programmes immobiliers, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce tableau de bord de pilotage de l'ensemble de nos immeubles qui nous permet d'avoir une réduction du bilan carbone de nos immeubles, et puis on suit en parallèle l'installation de production d'énergie renouvelable, toujours dans un esprit d'émissions de CO2 réduites. Enfin, la transparence vis-à-vis de nos partenaires, de nos locataires, nous amène à identifier aussi d'autres leviers. On est en train de travailler sur le comportemental de nos locataires, voir comment on peut générer des bonnes pratiques. Je ne sais pas si le terme de nudge parle à certains d'entre vous. C'est un outil qu'on a identifié et qu'on essaie aujourd'hui de déployer sur notre patrimoine. Je vous remercie. Voilà, bon, on a un petit peu débordé sur le temps. Il va nous rester peu de temps pour les questions-réponses.
Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bah, Émeline, je te laisse reprendre la main. Oui, je propose. Il y a pas mal de questions intéressantes quand même, donc je propose qu'on en prenne une ou deux. Cyril, je pense peut-être une question pour Valérie, une question pour Stéphane, et ensuite on conclura. Ok, eh Si ça vous bien, va. oui, j'ai une question et demie pour Stéphane. La première, facile, quelles sont les alternatives que vous pouvez mettre en œuvre sur le patrimoine, les alternatives à la climatisation? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent et qui peuvent être pertinentes? Première question. Deuxième question, bah, je te la pose comme ça, tu pourras répondre comme tu le sens. Comment quantifiez-vous les émissions de GES des matériaux via des ACV en utilisant les fiches FDES? Voilà, les deux questions pour toi. Très bien. Alors, sur la première, oui, il existe des alternatives aux climatisation des immeubles de bureaux. La première étape, c'est évidemment de concevoir des immeubles lorsque l'on peut. Il faut que ce soit pris très en amont à travers une démarche de climatisme. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une belle façade sud vitrée, il faut savoir se protéger du soleil pour garantir une température de confort acceptable à l'intérieur du bâtiment. Pas toujours évident à faire, surtout lorsque vous êtes dans des zones très urbaines comme les nôtres, Paris Intramuros notamment, où les plans d'occupation, enfin maintenant ce qu'on appelle les PLU, vous imposent des orientations et des alignements sur rue, etc. Donc c'est pas toujours simple de gérer ce sujet-là. Il y a une dynamique qui existe aujourd'hui au sein de la ZAC Clichy-Batignolles, lancée par la ville de Paris, qui souhaite effectivement aucun de ces immeubles ne soit climatisé. Pour autant, les programmes préservent aujourd'hui une possibilité de ce qu'on appelle un rafraîchissement. C'est-à-dire, c'est pas la différence entre climatisation et un rafraîchissement, c'est que une climatisation, grosso modo, quelle que soit la température extérieure, vous garantissez une température intérieure au bâtiment qui soit toujours la même, donc de l'ordre de 24-25 degrés. Le rafraîchissement est en fait un delta par rapport à la température extérieure, ce qui signifie grosso modo, quand il fait 30 degrés dehors, vous avez 25, quand il fait 35, vous avez de l'ordre de 30 degrés. Le lien direct avec le confort et le bien-être des utilisateurs des immeubles, c'est que quand il fait 30 degrés dans un immeuble de bureau, bah, c'est extrêmement compliqué de travailler. Et donc, ce sujet de garantir une température de confort impacte directement la productivité des gens à leur poste de travail. C'est un autre groupe de travail sur lequel on travaille aujourd'hui. On pourrait demain imaginer une nouvelle conf sur ce sujet-là. En tout cas, oui, des modèles existent. Ça sous-entend qu'il y a toute liberté pour être capable de concevoir un immeuble, ce qui n'est pas toujours le cas dans un patrimoine comme celui de Gecina. Pour autant, on s'y efforce avec des protections passives la plupart du temps, même si à un moment donné, on n'a pas moyen d'avoir zéro de consommation de clim et de rafraîchissement, il y a au moins une baisse notable des consommations sur ce poste-là. J'en viens notamment à parler tout à l'heure, parce qu'on a parlé de la RT 2020. Il y a une réflexion au sein du groupe de travail qui s'appelle RBR 2020, qui est Réglementation Bâtiment Responsable 2020, qui réfléchit justement pour garantir ce confort des occupants dans un immeuble, à peut-être revenir sur l'idée qu'un logement peut être rafraîchi, lui aussi, pour garantir que ça soit vivable. Voilà. Donc, ça vient un peu à l'encontre de cette idée de supprimer complètement la climatisation. Pour autant, on a des maîtres d'œuvre qui sont astucieux la plupart du temps, et lorsque l'on leur fixe un objectif et une ambition de consommation globale maîtrisée à l'échelle d'un immeuble, sont capables de trouver des moyens d'être astucieux et même s'il y a besoin d'avoir recours à une climatisation ou à un rafraîchissement, de garantir une consommation globale et donc une émission globale de CO2 de l'immeuble qui soit pertinente. Sur le deuxième point, qui est le sujet des ACV, oui, évidemment, par rapport au tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, on modélise à travers une ACV l'ensemble de nos développements. On n'en est pas encore à modéliser les travaux d'amélioration de CAPEX que l'on a dans le patrimoine en exploitation, mais pour ce qui est de la partie restructuration lourde, de construction neuve, oui, chacune de ces opérations est engagée à travers une ACV. Après, aujourd'hui, la méthodologie ACV bâtiment, elle est encore en discussion, notamment, par exemple, lorsque l'on fait une restructuration d'un immeuble de bureau, qui est le cas d'espèce que l'on rencontre la plupart du temps dans le patrimoine de Gecina. Quand vous venez restructurer un bâtiment de bureau béton
20 ans après sa livraison, ce qui peut nous arriver parfois. Comment comptez-vous le carbone qui est censé être là pour 100 ans, amorti sur 100 ans, quand au bout de 20 ans, vous venez retirer une partie de cet élément-là et que vous l'envoyez en décharge, etc. Donc, c'est toute la méthodologie que l'on est en train de réfléchir. On réfléchit à ça avec un cabinet qui s'appelle Artelia pour nous accompagner sur une définition d'une méthodologie commune à l'ensemble de nos projets, méthodologie qui sera challengée avec des parties prenantes externes pour garantir qu'à un moment donné, on passe pas, on évite d'oublier un certain nombre de sujets sur ces éléments-là. Super. Et du coup, j'ai une question un petit peu pour tous les deux. Tu peux déjà répondre et Valérie complétera si nécessaire. Comment être certain de l'origine d'électricité renouvelable? Comment est-ce que vous, sur le patrimoine, parce que tu en parlais tout à l'heure, vous êtes certain d'avoir cette électricité renouvelable? Alors contractuellement, dans les contrats qu'on a passés avec nos fournisseurs d'énergie, aujourd'hui on a 2 fournisseurs d'énergie sur le patrimoine de Gecina. Enfin, pardon, on a 4, mais on a 2 sur des fournitures assez classiques que sont EDF et Direct Énergie. Après, on a le cas d'espèces d'immeubles de bureaux qui sont ce qu'on appelle en point de livraison unique, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui font eux-mêmes, qui évitent aux locataires de s'abonner individuellement à un fournisseur d'énergie et qui font eux-mêmes la répartition et qui revendent eux-mêmes l'énergie. Donc, on a 2 fournisseurs possibles. En France, aujourd'hui, c'est Dalca et Edenka. Donc, c'est 4 fournisseurs. Dans chacun des contrats qu'on a passés avec eux, on leur demande de nous fournir ce qu'on appelle les garanties d'origine. Donc, les garanties d'origine, c'est en fait, pour faire simple, il y a un énorme registre qui recense l'ensemble des kilowattheures fabriqués à partir d'énergie renouvelable. Et donc, ces fournisseurs-là vont acheter ces kilowattheures auprès des fournisseurs d'énergie. Donc, un certain nombre, pour ce qui nous concerne, notamment puisqu'on a souhaité des garanties d'origine France, la plupart des énergies renouvelables qui sont produites depuis des barrages hydroélectriques, donc avec des compagnies, la compagnie, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est la compagnie Alpes, quelque chose comme ça, qui fabrique de l'énergie avec des barrages dans les Alpes, comme son nom l'indique, qui produit du kilowattheure dit renouvelable, reconnu comme tel, donc enregistre les kilowattheures qu'elle produit, et donc EDF, lorsqu'ils nous revendent ces kilowattheures, nous les associe avec des garanties d'origine. Ça veut dire que sur ce registre, lorsque la compagnie des Alpes produit, on compte 100 MWh par exemple produits. Quand on va lui acheter 100 MWh, ces 100 MWh disparaissent du registre parce qu'ils ont été achetés par nous et personne d'autre ne peut les acheter. Voilà. Et donc on a une traçabilité. Donc, il y a un organisme, j'ai oublié le nom, pardon, mais qui pilote ce registre et qui garantit à un moment donné que l'énergie a effectivement été produite de façon renouvelable quelque part en France, dans le monde. Ok, super. Une dernière question. Alors, quelles sont les actions de compensation que Gecina adopte? Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est en cours. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, on est pour l'instant sur des actions d'évitement, évitement notamment à travers la mise en œuvre d'énergie renouvelable sur notre patrimoine. Pour les actions de compensation proprement dites, on a identifié le volume qu'il fallait compenser. On a identifié les possibilités de compensation qui existaient. On s'est déterminé un prix du carbone interne qui nous permet de déterminer un budget compensation. Aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on a avec la directrice générale pour définitivement engager cette compensation sur le patrimoine de Gecina. Super, ok, moi c'est terminé pour les questions. Merci.